Ma mère m'a beaucoup reproché mon comportement d'adolescente un peu bancal, ma toxicomanie aussi, parce que moi donc, je me suis mis avec... j'ai commencé vers 16 ans à être un peu déviante. Ma mère, elle s'est mariée avec un homme qui a rejeté sa fille. Elle l'a accepté et elle a cautionné. Et puis elle a elle-même agi dans ce sens-là en me rejetant complètement. J'ai été abusée pendant 6 ans par le frère trisomique de mon père, de mes 6 ans à mes 12 ans. Une fois, j'ai fait une overdose une fois, une journée dans un hypermarché à Besançon. On était sortis de chez le dealer et ouais, et puis j'ai fait une overdose. On se retrouve en compagnie d'Amandine Pélissard, cette fois-ci pour découvrir la véritable histoire, la vraie histoire quelque part d'Amandine Pélissard. Parce qu'Amandine Pélissard, on te voit partout, tu es dans plein de polémiques, plein de dramas, plein d'histoires. Malgré moi, je ne sais pas pourquoi. Toi, à cause de toi, je ne sais pas, ça c'est à vous de nous le dire. C'est sympa ça quand même. Mais non, mais ça peut être des deux. Oui, sans doute. Parfois. Une cause à effet. Bah oui. Potentiellement. Typiquement, moi je peux dire quelque chose et ce sera à cause de moi. Oui. Voilà. Mais pour le coup, j'allais dire, ta véritable histoire, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a construite, bah, on ne le sait pas forcément. Tu es un petit peu plus discrète sur cet aspect-là. T'es OK? OK. On y go? Vamos. OK. Alors, tout commence par les racines. Tu es franco-italienne par ta maman, algérienne par ton papa. Est-ce que tu peux Kabyle. Est-ce que tu peux me parler de ces racines, cet ADN? Comment il t'a façonné? Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté, ces différentes cultures? Alors, ça a été très compliqué, hein, ma petite enfance, ma naissance, ma petite enfance, mon adolescence, enfin même jusqu'à l'âge de jeune adulte, hein, ça a été très, très, très dur. Parce que, en fait, moi, j'étais très proche de mes grands-parents maternels. J'étais tout le temps fourrée chez eux. Enfin, pour moi, mes grands-parents maternels, ce sont mes deuxièmes parents, clairement. Ma maman, donc, est franco-italienne, mais ça, on l'a su il n'y a pas très longtemps, je vais te dire pourquoi. Et mon papa est algérien kabyle, donc mes grands-parents ont immigré en France après la guerre d'Algérie. Ce ne sont pas des pieds noirs, hein, ce sont ma grand-mère est algérienne, mon grand-père est kabyle et ils sont arrivés en France après la guerre d'Algérie. Donc ils avaient une famille nombreuse. Hein, mon père, ils étaient 8 frères et sœurs. Et ma maman, en fait, elle a appris à sa majorité que son papa, mon grand-père, donc n'était pas son père biologique. Ça a dû être un choc, ça. C'était un gros choc pour elle. Moi, je l'ai su malencontreusement et de façon très violente par mon père. Parce qu'en fait, mes parents étaient mariés jusqu'en 89. Je suis née en 86. Et mon père, en fait, était assez dur. Et il était très en conflit avec ma maman au travers de moi, en fait. J'étais un peu le tampon, tu vois. Donc, j'allais chez mon papa un week-end sur deux, la moitié des vacances. Et c'est mon père qui m'a révélé un jour que mon grand-père n'était pas mon grand-père. Ça a été un choc très, très violent parce que mes grands-parents, c'était tout pour moi, quoi. Enfin, puis ça allait rester. Mais en fait, dans ma tête de petite fille, tu vois, j'ai pas compris. Donc ma mère a fait des recherches parce qu'elle avait besoin de savoir qui elle était. Elle recherchait pas un papa. Elle a eu un papa exceptionnel. J'aurais rêvé avoir un papa comme elle a eu. Mon grand-père, il est incroyable. C'est fort que tu dises ça quand même. Ah non, mais mes grands-parents... Et en plus, c'est triste parce qu'avec tout ce qu'il y a eu, toutes les polémiques avec ma maman et tout, on se parle plus beaucoup alors qu'ils savent que je les aime profondément. Ça fait plusieurs années maintenant que tu parles plus à ta maman. Alors on s'est pas parlé pendant presque 1 an et demi, 2 ans. Après, elle est revenue à la maison cet été. Elle est arrivée d'ailleurs le jour où j'ai accouché. Alors, on va savoir pourquoi, le destin, je sais pas. J'ai accouché violemment à 5 mois et demi de grossesse. Et elle devait venir passer quelques jours chez nous. Elle est arrivée ce jour-là. Et je suis partie aux urgences. Enfin bref, j'ai accouché, donc voilà. Après plusieurs années sans l'avoir vue? Ouais, quasiment 2 ans, ouais. Pourquoi tu l'as pas vue pendant 2 ans, ta maman? Parce que ma maman, ça a toujours été très conflictuel, très dur. On n'a jamais eu des rapports harmonieux. Il y a eu beaucoup de reproches, beaucoup de rancœur, beaucoup de... De toi à elle, d'elle à toi ou de façon mutuelle? Les deux, je pense. Moi, je reprochais des choses, elle me reprochait d'être une gamine compliquée, une adolescente compliquée. Quoi, t'as fait une crise d'adolescence difficile? J'ai fait une crise d'adolescence difficile, mais j'ai eu une enfance difficile aussi. D'accord. Et un début d'adolescence difficile avec mon papa. Tu vois, mon papa était très dur, quand même. J'aimais mon papa, hein, mais il était très, très dur. Bon, c'est pas parce qu'il est algérien, enfin... Je pense pas que c'est une généralité, mais lui, il était quand même dans une optique où la place de la femme était très insignifiante, en fait.
Et il me reprochait tout le temps de ressembler à ma maman. Alors qu'en plus, je ressemble aussi beaucoup à Donc, lui. il voyait quelque part ta mère en toi, Voilà. en sa Et fille. ma mère, il a marié que ma mère. Et dis-toi, moi, ma belle-mère, il a eu une conjointe pendant plus de 30 ans. Moi, j'ai connu ma belle-mère, j'avais à peine 4 ans. Ils ne sont jamais mariés, ni même pacsés. Tu vois. Donc, je pense qu'il y avait vraiment un truc avec ma mère. Je pense qu'il a profondément aimé ma mère et qu'il était très, très, très touché, blessé par ce divorce, en fait, qu'elle a demandé. Et je pense qu'il n'acceptait pas, quoi. Tu penses qu'il reportait sur toi les problèmes qu'il avait eus Ah avec oui. ta mère? Ah oui, oui. Il faisait une sorte de transfert? Complètement. Complètement. Il voyait ma mère en moi, et moi, du coup, j'étais le tampon qui devait éponger la merde entre les deux. C'était très dur, parce qu'en plus, après, il y avait la rancœur, parce que ma mère a refait sa vie, parce que bon, elle s'est remariée, j'ai eu un beau-père. Pareil, elle l'a rencontré en 90, je crois, donc j'avais 4 ans. Donc, c'est pareil, il faisait toujours des allusions à lui. Enfin, j'étais dans un truc très compliqué. Mon père, en plus, avait la boisson mauvaise, donc ça arrivait que vu que j'y allais tous les 15 jours, la moitié des vacances, on faisait des repas chez ma tante ou chez mon oncle, il prenait la voiture alcoolisée, il faisait n'importe quoi, il roulait à gauche. C'est pour ça que moi, j'ai eu peur. En fait, j'étais traumatisée de la route, que je n'ai jamais réussi à avoir mon permis de conduire. Je l'ai passé une fois, je ne voulais même pas le passer. Ma mère m'avait forcé à le faire et non, je peux Tu t'es pas. senti en danger plus d'une fois? Ah oui. Ah ouais, ouais, j'étais... Ah ouais, horrible. J'étais à l'arrière, j'avais mon cœur qui tapait. Enfin, c'est horrible. Mais comment on grandit en tant que gamine quand son papa, il voit en soi la mère qu'il n'aime plus, mais qu'il a aimée, et qu'il voit quelque part en soi... Je pense qu'il l'aimait encore, c'est pour ça. Tu penses qu'il l'aime encore? Bah, il est décédé, donc voilà. Mais je pense Il que est- oui, il l'aimait Alors, encore. qu'il l'aimait, par exemple, parce qu'il est décédé au mois de mars. Mm. D'ailleurs, ça, c'est toute une autre histoire que tu vas nous raconter. Mm. Il est décédé au mois de mars 2023, ton papa, et Mm. tu apprends en mai, 2 mois plus tard, qu'il est décédé. Donc, pourquoi, pendant 2 mois, tu ne sais pas que ton papa est décédé? Je vais te poser la question, mais je t'ai vu toucher en parlant de ta maman et en parlant de vos relations. Ça veut dire que toi, ça t'a affecté de ne pas plus avoir de nouvelles de ta maman, d'avoir les ponts complètement coupés pendant 2 ans? Disons que ma mère m'a beaucoup reproché mon comportement d'adolescente un peu bancal. Ma toxicomanie aussi, parce que moi, donc, je me suis mis avec... j'ai commencé vers 16 ans à être un peu déviante. J'ai commencé par fumer des pétards, hein, on commence tous par ça. Et après, j'ai été avec quelqu'un de pas très bien, voilà, qui sortait de prison, avec qui j'ai eu mon fils aîné, avec qui je suis restée 4 ans. Hein, c'était pas une histoire comme ça, hein, et voilà. Et bon, après, je suis partie dans la droguure pendant quand même longtemps. Tiens. Merci. Tu dois avoir un sacré budget mouchoir, toi, chez toi. Faudrait que je les personnalise. Ouais, pour des actions chez nous. Ouais, donc après, je me suis mis avec ce garçon. À l'époque, d'ailleurs, moi, je vivais dans le Jura. Lui était originaire du Jura, mais il venait de sortir de prison et il était interdiction de territoire dans le Jura. Il devait rester que dans le Doubs. Et en fait, il est venu me chercher un soir dans le Jura, malgré son interdiction de Jura. Et puis, je suis partie avec lui, puis ça a été très vite, très fort, très, très fort et très n'importe quoi. Bon, j'étais une gamine, hein, voilà. Et donc, je tombe enceinte très vite. Et lui me disait qu'il était... Alors en fait, c'est vrai qu'on n'avait pas de contraception. Pourquoi? Parce que lui me disait qu'il était stérile, parce qu'il avait qu'un testicule, en fait. Il avait eu un problème petit, il avait une prothèse. Puis bon, tu vois bien, 18 ans, voilà, hein, je connais rien, je suis ok. Hein. T'étais pas informée, Voilà, je savais surtout à pas l'époque. C'est vrai qu'avec l'alcool, tu dis, évidemment, une seule couche, ça suffit. Hein. Il faut un spermatozoïde, il n'en faut pas 40. Mais il me disait que bref, il était stérile, même ses parents me le disaient, hein, parce que j'ai rencontré ses parents très vite. Donc bon, donc au bout de 2 mois, je tombe enceinte de mon fils. Au début, c'est la panique, machin, qu'est-ce qu'on fait, truc, on sait pas, faut avorter, faut pas. Et en fait, non, je voulais pas, je voulais garder mon bébé, lui aussi. C'était notre fils, quoi, enfin notre enfant. Je savais pas que c'était un garçon encore. Et du coup, Léo est né. Après, bon, alors il y a eu quand même un temps d'accalmie jusqu'à ce qu'il ait 8 mois. Et après, on est reparti. Alors lui, il continuait à brasser, à vendre pendant ce temps-là. Il vendait de la drogue? Oui. C'est ça? Ah oui. Il consommait aussi? Oui. Moi, pendant les 8 premiers mois de vie de mon fils et pendant ma grossesse, je n'ai rien consommé. Par contre, oui, il brassait. Lui, il a toujours brassé. Il a déjà été en prison. Il était en prison à 18 ans pour ça. Et donc, Léo, donc en fait, il recevait ses clients. En fait, on avait des maisons mitoyennes par garage. Donc, en fait, en gros, il avait fait le truc de vente et de consommation dans le garage. Donc, personne rentrait dans ma maison. Et personne n'approchait mon fils surtout. Parce que là, les junkies qui recevaient, quoi. Et donc, Léo a eu 8 mois. Et puis, il me dit, viens, on retourne un coup en teuf. Parce qu'on fréquentait beaucoup les rave parties. Enfin, déjà avant que je le rencontre, je commençais à aimer ça, machin.
depuis 2004. J'étais beaucoup dans les tough take, machin. C'est vrai que je commençais à me défoncer et tout. Et donc, moi, j'étais, avant ma grossesse, très addict à la cocaïne. J'aimais beaucoup la cocaïne. Je prenais beaucoup de cocaïne. Ça coûte cher. Ouais, mais quand t'en vends, du coup, t'amortis. T'as compris quoi. Voilà, quand t'es avec quelqu'un qui en vend, bah, ça amortit la consommation, on va dire. Tu vois. Et donc, on retourne en teuf une fois. La plus grosse erreur de ma vie. Là, ce soir-là, on avait acheté un camion à l'époque. Parce que nous, avant d'Orléans, on voulait partir vivre en camion. On voulait vivre. On voulait aménager notre camion. On avait acheté un Mercedes 508. On voulait l'aménager et vivre sur la route. Donc après, Léo est arrivé. Grâce à Dieu, vraiment, c'était la plus belle chose qui me soit arrivée. Mon fils, il m'a sauvé la vie. Et donc on part. On l'avait pas encore vendu. Donc on va en teuf avec ce camion. Et donc il y a un mec qui vient, qui nous vend de la MD. Et là, je reconsomme. Après tous ces mois d'abstinence, même plus d'1 an, parce qu'il y a eu toute la grossesse. Et Léo avait 8 mois. Il était donc chez ses grands-parents. On l'avait laissé 2 jours. Et puis après, ça a été l'engrenage. Après, c'est reparti dans la conso, machin. Et tu savais que tu étais addict à l'époque? J'en avais pas conscience, je pense, de mon immaturité. Pour moi, c'était surmontable. Mais en fait, c'est pas tellement. En fait, la cocaïne, tous ces produits un peu de synthèse. Bon, après, la cocaïne, c'est pas tellement de synthèse, mais même. Enfin, tous les produits, j'ai envie de te dire, pour moi, à part l'héroïne, c'est dans la tête et ça se gère, ça se contrôle. L'addiction, et ça peut s'en aller du jour au lendemain, tu vois. Par contre, l'héroïne, c'est différent, parce qu'après, moi, je tombais dans l'héros. Pour redescendre de la cocaïne, parce qu'en fait, je ne gérais plus les redescendre. Parce que nous, en plus, on basait la cocaïne. C'est-à-dire qu'on la chauffait dans une cuillère avec de l'ammoniac, on la fumait, donc on faisait du crack. Donc là, à partir de là, c'était très compliqué, parce qu'on se retrouvait sur des nuits à taper 10 grammes, ce qui est énorme. Une fois, j'ai fait une overdose une fois, une journée, dans un hypermarché à Besançon. On était sortis de chez le dealer, et puis j'ai fait une overdose. Ça ressemble à quoi, une overdose? Tu t'en souviens? Ah ouais, je m'en rappelle très bien. T'as des souvenirs? Ouais. Ah ouais. Parce qu'en fait, je suis pas tombée. En fait, j'ai commencé à avoir une tachycardie très très sévère, à trembler, à avoir une respiration très haletante comme ça, et avoir mon cerveau qui s'engourdissait. C'est comme, tu vois, quand tu as des fourmis, bah, pareil, mais dans le cerveau. C'était très 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 dur à gérer, à contrôler. Et à pas que je partais, en fait, quand il a vu ça, en fait, on s'arrêtait donc sur le parking du Jean Casino, là, à Besançon, pour aller faire des courses. Et j'ai commencé à partir en course, parce que la coke était très forte. Et il m'a mis, parce que tu sais, des fois dans les galeries marchandes, tu as des bancs. Il m'a assis dessus et il me parlait. Et en fait, je disais, en fait, me parle pas. Et j'essayais de contrôler dans ma tête et tu vois, j'essayais de me contrôler, machin. Et c'est en fait à partir de là où je gérais plus du tout, en fait, ces consommations beaucoup trop excessives et ces redescentes beaucoup trop ingérables. T'as failli mourir? Ah bah, je pense, ouais. Ah oui. Je pense que oui, hein. Plusieurs fois. Hein. Mais ça t'apportait quoi, ces consommations de drogue? Qu'est-ce que tu voulais est-ce qu'il faut le spiritualiser, le mentaliser, l'intellectualiser? Est-ce que tu essayais de pallier à un manque? Je pense qu'à un moment donné, je me suis donné 2 options. Et j'ai choisi la mauvaise, qui était l'autodestruction, en fait. Mais pourquoi tu voulais t'autodétruire? Bah, je pense que mon passif, mon histoire m'a beaucoup trop abîmée, en fait. Ta relation avec ton père? Mon père, ma mère. J'ai été abusée pendant 6 ans par le frère trisomique de mon père, de mes 6 ans à mes 12 ans. D'accord, t'en parlais? Bah, j'en ai parlé à mes 12 ans, justement. Donc, tu as gardé le silence pendant 6 ans sur ces abus? En fait, j'espérais que ma maman s'en rende compte. Quand je rentrais de chez mon père, bah, avec des trucs tout simples, hein, elle lavait mon linge, tu vois. Donc, je voulais qu'elle le voie, en fait. Parce que moi, j'étais une petite fille, je ne comprenais pas. Ça a commencé, enfin, en tout cas, au plus loin que je m'en souvienne, c'était vers 6 ans. Et quand je rentrais du week-end de chez mon papa, en fait, je ne sais pas pourquoi, hein, mais quand j'étais chez mon père et qu'il prenait son frère, parce qu'en plus, c'était le dernier de la fratrie, mon oncle trisomique. Et en fait, souvent, il le prenait chez lui. Ou des fois, on dormait chez ma grand-mère. Donc, il était là et je dormais toujours dans la même chambre que lui. Pas dans le même lit, hein, mais dans la même chambre. Déjà avec le recul, je me dis, mais comment tu fais dormir une gosse dans la chambre d'une personne qui est mentalement déficiente, tu vois? C'est quand même compliqué. Tu te doutes bien qu'il peut y avoir des choses, que ce soit sexuellement ou de façon violente. Enfin, on ne sait pas, en fait, ces personnes-là, comme elles peuvent réagir parfois, en fait. Et lui, il le mettait vraiment toujours sur un piédestal, son petit frère, ses petits khalef. Enfin, voilà. C'était vraiment... Voilà. Bref, bon, ça, j'aurais pas les réponses parce que malheureusement, il n'est plus là, mon père. Mais ouais, donc ça a duré très longtemps. Moi, j'avais très honte. J'avais un père qui était très, très dur quand même, très gentil.
et parallèlement très dur, en fait. Hein. Il y avait un vrai contraste, tu vois, sur son comportement en fonction des situations qu'on vivait. Donc, des fois, il pouvait être très méchant, très dur. Je me rappelle d'une fois, il avait bu, puis il me foutait des coups comme ça dans l'épaule. J'étais assise à côté de lui à table. Il me disait, moi, je vais te traumatiser, moi, je vais te traumatiser. Et à côté de ça, des fois, il était très gentil, tu vois. Donc, moi, j'avais le cerveau complètement niqué, hein, on va pas se mentir. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'après, j'étais tellement bancale pendant tellement longtemps. Je comprends, parce que peut-être que tu en as voulu, notamment peut-être à ta mère, de ne pas avoir vu, parce que tu aurais Je voulais aimé qu'elle voie. Je voulais qu'elle voie. Je voulais qu'elle voie. Je voulais pas avoir à le dire, parce que j'avais trop peur et je ne savais même pas comment le dire. Comment t'expliques ça à 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans? Comment tu l'expliquais à 12 ans? Et bah, à 12 ans, en fait, j'ai pété les plombs. Je suis devenue tarée. J'ai câblé complètement, j'étais hospitalisée, je suis devenue anorexique, j'étais sous antidépresseurs, j'ai câblé complet. Et un jour, je me suis mis à tout casser dans ma chambre, un week-end où je devais partir chez mon père. Et en fait, ma mère elle me disait non, t'es obligée d'y aller, parce qu'en fait, à chaque fois que je refusais d'aller chez mon père, il portait plainte pour non-présentation d'enfant. Donc à chaque fois, il y avait les flics qui venaient sonner chez ma mère. Elle me disait c'est ton père, t'es obligée d'y aller, machin. Et en fait, ce jour-là, j'ai fait une crise d'hystérie, c'était la fois de trop. Et j'ai tout sorti, en fait. Tout. T'as dit quoi? Tout ce qui se passait, quoi. Ce qu'il me faisait, son frère. Depuis aussi longtemps que je m'en souvenais, quoi. Comment on le verbalise à 12 ans? Difficilement. Et surtout, c'est hyper violent parce que, justement, t'as honte, en fait, de dire ça, quoi. Parce que t'es 12 ans, t'es une gamine, t'es un bébé, t'es une petite fille, quoi. Tu vois, ma fille, elle va avoir 12 ans, je n'imagine même pas qu'elle aurait pu vivre ça. Donc, en fait, c'est pour ça que, avec le recul maintenant dans mon rôle de maman, je comprends pas ma mère, en fait. Et du coup, elle s'est sentie obligée de me faire prendre en charge parce qu'elle n'avait pas le choix, parce que je l'avais dit. Mais j'ai l'impression qu'en fait, elle le savait. Parce qu'elle m'a dit, un jour, chez l'avocat, elle a dit, je m'en doutais. Donc je pense qu'elle le savait, mais que c'était plus simple de ne pas voir. Tu vois, elle avait fait ça avec mon beau-père, elle est heureuse, elle a eu des enfants. Tu as dû lui en vouloir encore plus? Bah, pas à l'époque. À l'époque, justement, j'idéalisais ma maman, je cherchais toujours son approbation, son amour. Parce que tout ce qu'elle donnait à mon frère et à ma soeur qu'elle avait avec mon beau-père, je voulais qu'elle me le donne à moi. Et c'est vrai que moi, c'était toujours, t'es la digne fille de ton père. Enfin, moi, j'avais reçu les mauvais gènes. Enfin, c'était toujours ça, quoi. Je voyais qu'il y avait une vraie différence d'amour et de compassion et d'empathie, de tout et d'investissement entre moi et mon frère et ma soeur, qu'elle avait avec mon beau-père par la suite, du coup. Mais en grandissant, quand tu as pu comprendre... C'est là que ça s'est compliqué. Et quand tu t'es dit, mais attends, mais j'ai le souvenir qu'elle ait dit, je m'en doutais, mais si elle s'en doutait, pourquoi elle a rien fait? Qu'est-ce qui te traverse la tête une fois adulte? Bah, même avant d'être adulte, déjà à l'adolescence, c'est là que je suis partie en couple, donc avec la drogue, tout ça. Et donc, je te dis, j'ai même été hospitalisée, même vers 12-13 ans, j'étais hospitalisée pour anorexie. J'étais sous antidépresseurs à 13 ans, 12-13 ans. On est passé au tribunal parce qu'elle n'avait pas le choix, parce qu'en fait, les médecins, à un moment donné, tu vois, voilà, ça a été écrit, donc elle était obligée d'engager une procédure. Donc, il y a eu une expertise psychiatrique, une enquête sociale, qu'elle est chez ma mère, chez mon père. On est passé au tribunal, donc le tribunal a retiré l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement de mon père. Et à côté de ça, je me suis dit, bon, bah maintenant, ça va aller. Et en fait, ma mère était toujours la même. En fait, j'avais toujours la même ignorance, le même... En fait, ma mère, elle ne me supportait pas. Genre, des fois, je rentrais et le soir, elle me disait... alors, soit je me couchais sans... Des fois, ça arrivait qu'elle me disait, oui, tu vas te coucher, machin. J'avais pas mangé. Ou des fois, il fallait que je mange ailleurs, dans ma chambre, parce que, je sais pas, physiquement, elle ne me supportait pas. Je sais pas pourquoi. Tu te sentais rejetée? Complètement. Tu te sentais aimée? Non, du tout. Tu t'es déjà sentie aimée? Mon beau-père me détestait, déjà, et ça, elle l'a reconnu. Elle a même reconnu auprès d'Alex. Mon beau-père me détestait et me laissait toujours de côté. Moi, depuis mes 5 ans, je partais plus en vacances avec ma mère et mon beau-père. Je partais nulle part avec mon beau-père, mon frère et ma soeur. Enfin, j'étais toujours à l'écart. Mon beau-père travaillait à Paris la semaine et rentrait le week-end dans le Jura. Donc le week-end, quand ils rentraient, ils allaient à Besançon, donc qui était un peu la capitale de la Franche-Comté, où ils allaient magasins, tout ça. J'étais jamais là-bas, moi. J'étais toujours soit toute seule, soit chez mes grands-parents. Moi, j'étais toujours celle de trop. Et ma mère qui me disait, t'es la digne fille de ton père, de toute façon, t'as reçu les mauvais gènes. Bah... Mais tu penses qu'en grandissant, t'essayais de trouver cet amour justement dans la drogue? Une sorte de réconfort que tu n'avais pas? Non, c'est même pas un réconfort, je te dis, c'est une autodestruction. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu te lobotomises, hein, moi j'associe ça à la lobotomisation, parce que dans les quantités dans lesquelles je partais, enfin j'ai pris des quantités tellement de malades que non, je vais juste m'anesthésier, plus penser, plus voir, plus penser, plus réfléchir. Parce qu'en fait, la drogue, quand on prend une petite dose, ça te stimule énormément d'un point de vue neurologique, donc tu réfléchis beaucoup. Et là, tu pars en couille, tu vois. Quand tu commences à cogiter, faut pas. Que ce soit sous acide, enfin sous LSD, sous coke, sous tout ce qui est psychoactif, faut pas réfléchir. Donc du coup, tu pousses toujours plus les quantités
jusqu'à ce que tu sois complètement rabat et puis que tu puisses plus penser. Pendant combien d'années tu as consommé, Amandine? En gros, en tout, je pense 4-5 ans. 4-5 ans? Ouais. Et par contre, l'héroïne m'a rendue dépendante physiquement. Donc encore aujourd'hui, je suis sous méthadone, traitement de substitution donc aux opiacés, parce que j'ai pris de l'héroïne. Et pourquoi j'ai pris de l'héroïne alors que c'est pas mon délire, parce que l'héroïne ça te pose, ça te... Mais c'est quoi cette sensation qu'elle te fournit, l'héroïne? Juste, elle m'empêche de bader pendant les redescentes de coke, c'est tout. Moi, je prenais ça pour ça. Et elle ressemble à quoi, la sensation de manque? De l'héroïne? Oui. Ah bah c'est très violent, hein. C'est physique. Comme je te dis, c'est la seule drogue qui pour moi nécessite, qu'on peut vraiment qualifier d'addictif parce que en fait... Enfin, elles le sont toutes, hein, c'est important de le dire. Oui, non mais d'addictif physiquement. Les autres drogues sont addictives, très 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 addictifs psychologiquement, psychiquement. Par contre, physiquement, c'est pas pour rien qu'il y a un traitement de substitution pour l'héroïne et pas pour les autres drogues. Mais ça te faisait quoi physiquement? Le manque, eh ben, c'est des crampes. Donc des crampes, voilà, tout le monde sait ce que c'est qu'une crampe, des crispations, de la transpiration excessive, des tremblements, des vomissements, de la diarrhée. Ça peut aller jusqu'aux convulsions. C'est ce qui m'est arrivé pendant que j'ai fait mon sevrage à la dure d'ailleurs. C'était la dernière étape avant que je reprenne mon traitement. Et donc, quand t'en prenais, ça t'arrêtait justement tous ces effets secondaires? De la coke, ouais. De manque? Non. De l'héroïne? L'héroïne, j'en prenais au départ encore une fois pour calmer la redescente de la cocaïne qui n'était plus gérable parce que dans ma tête je devenais starbée. Mais là, tu viens de me donner les symptômes de l'effet de manque. Et donc, de fil en aiguille, le cercle vicieux s'installe et là, oui, tu te rends compte qu'un jour, tu te lèves en manque. Tu transpires, t'es pas bien, t'es crispé, tu trembles, tu as de la diarrhée, tu vomis, tu sais pas pourquoi. Et puis tu comprends qu'en fait, voilà, c'est la dépendance à l'héroïne qui s'est installée dans ton corps. Et ça fait combien de temps que tu prends de la méthadone pour pallier justement à cette drogue? Ça fait longtemps, ça fait plus de 15 ans maintenant. Mais c'est à vie, ce traitement? Alors, oui et non. Ça peut être... En fait, c'est vraiment aléatoire d'une personne à l'autre. Tu peux réduire progressivement de façon très rapide et l'arrêter, comme il y a des gens qui auront besoin même d'une dose minime jusqu'à la fin de leur jour. C'est vraiment au cas par cas. Là, à un moment donné, je ne sais pas ce qui m'a pris au mois de décembre, j'ai voulu arrêter d'un coup mon traitement. La méthadone? J'en avais marre. La pharmacodépendance, je voulais plus. Enfin, tu vois, pour moi, c'est tellement une autre vie, tout ça. Je suis tellement passée à autre chose. J'ai même plus d'attirance psychologique pour les substances illicites. Tu vois, vraiment, c'est même un non-sujet, quoi. Ça m'attire plus du tout. Et j'en avais marre d'avoir toujours comme un boulet que tu te traînes, tu vois. Oui. Depuis des années, que j'ai dû prendre même pendant mes grossesses. Enfin, j'en avais ras-le-bol. Je voulais stopper. Donc, du jour au lendemain, je dis j'arrête. Je dis, allez, j'en ai pour une semaine à en chier, je vais en chier. Mais stop. Alex, il me dit, ok, bon, bah, je te soutiens, machin. Sauf que. T'en as chié? J'en ai plus que bah, j'ai fini par convulser. Et c'est là que, du coup, j'ai rappelé mon addictologue. Parce que, ouais, je me suis retrouvée avec de la diarrhée, des vomissements, de la léthargie. Donc, la léthargie, c'est les muscles qui se relâchent. Savoir que les 2 derniers jours, je ne voulais même plus porter mon bébé. Parce que mon corps me lâchait. Mon mari fait qu'il me porte pour emmener dans le lit le soir, parce que mes jambes ne tenaient plus debout. Mes muscles étaient complètement comme asséchés. Et j'arrivais plus à me nourrir. J'ai perdu 10 kilos en 10 jours. Hein. Tout le monde avait remarqué que j'avais énormément perdu de poids. J'ai perdu 10 kilos en 10 jours, je ne pouvais plus manger. C'était une dinguerie. Et chaque jour, je me disais, bon allez, demain ça ira mieux, on arrive au bout. Et en fait, il y a eu un soir où j'ai convulsé. Et là, Alex, il a flippé. Il a dit, non, mais là, non. Tu rappelles ton médecin, tu reprends ton traitement et tu arrêtes de façon progressive. Donc, j'ai rappelé mon médecin le lendemain. On a dicto, je lui ai expliqué. Elle m'a dit, mais il fallait surtout pas faire ça, c'est très dangereux. Enfin, voilà, tout ce que j'avais bien compris en le voyant. Et en me rendant compte que non, voilà, mon corps, il est dépendant. Ma tête, elle a envie de nexter. Hein. Franchement, c'est pas un kiff parce que moi, je prends ce médicament-là. Ça me fait rien. Juste, tu vois, ça me permet de vivre, en fait, c'est tout. Hein. Et est-ce que ça crée une dépendance aux enfants pendant que tu le prenais pendant la grossesse? Alors, ça peut. Il y a un syndrome de sevrage qui existe dans à peu près 20% des grossesses sous méthadone ou sous ce qu'on appelle aussi Subutex, la buprénorphine, l'autre molécule. Écoute, aucun de mes enfants n'a fait de syndrome de sevrage. Parce que dans le cas de syndrome de sevrage chez un nouveau-né, donc il y a une substitution qui donne par morphine. Ça s'appelle Oromorph, je crois. C'est de la morphine hein, très, très dosée, vraiment en fonction du poids du bébé, etc. et de façon régressive. Mais par contre, mes enfants, je ne sais pas par quel miracle, aucun n'a fait de syndrome de sevrage. Il y a une surveillance qui s'appelle le score de Finnegan. Donc le score de Finnegan, c'est des symptômes cliniques qu'on évalue chez le nouveau-né. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'accouche, moi je reste à peu près 10 jours à l'hôpital parce que ça s'évalue sur une semaine. En principe, le syndrome de sevrage, se voit après 2-3 jours de la naissance parce qu'au début, il y en a encore un peu qui est passé dans le placenta, donc c'est après 2-3 jours de vie. Et donc ce score, en fait, tu l'évalues, c'est chiffré. Et donc au-delà d'un certain chiffre, on estime que l'enfant
est en manque, est en douleur physique, et donc on lui a administré de la morphine. Et moi, mes enfants, ils ont toujours été en dessous du score critique. Et aucun n'a jamais été substitué par morphinique. Donc on recommande l'allaitement dans ce cas-là, parce que très peu de méthadone passe dans le lait. Il y a des substances qui passent dans le lait plus en quantité, mais la méthadone, c'est vraiment infime, c'est presque ridicule. Donc on recommande l'allaitement et le pot à pot. Vraiment faire symbiose avec ton bébé. Et écoute-moi, à chaque fois, voilà. Amandine, est-ce que c'est parce que tu t'es sentie rejetée depuis que tu es petite? Est-ce que c'est parce que tu as forcément manqué d'un certain amour, d'un certain cocon, que toi, tu as eu besoin de donner de l'amour 9 fois? Ah, pour ça, je croyais que j'avais besoin de me détruire. Oui, bah les deux. Voilà, je me suis détruite parce que voilà, j'ai manqué de tout et j'avais beaucoup d'amour à donner, effectivement. Et je me dis que finalement, dans mon malheur, j'ai réussi, finalement. Parce que regarde, mon fils, il a eu avoir 18 ans, il n'a jamais fumé une clope. Il a jamais bu un verre d'alcool, enfin peut-être dû boire une bière une fois. Et j'ai des gamins qui sont bien dans leur tête, bien dans leur basket, qui n'ont jamais douté de l'amour de leurs parents, qui ont toujours eu confiance en leurs parents. Malgré tout ce qu'on peut dire, en fait, personne ne peut dire autre chose que mes enfants, ils sont heureux, ils sont bien. Et j'ai réussi, ça, c'est la plus belle réussite de ma vie. Parce que crois-moi qu'au départ, tout me prédestinait à une catastrophe. Tout me prédestinait à une catastrophe dès le départ de ma vie, quoi, clairement. Est-ce que tu as voulu à un moment donné de ta vie, peut-être par vengeance légitime, au vu de ton historique, couper tes enfants à tes parents? Faire en sorte qu'ils ne les voient pas? Ah non, au contraire. Non, au contraire. Mon père a vu que Léo. La dernière fois que j'avais vu mon papa, j'étais enceinte de Léna. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'est quand il était venu chez nous à Besançon, il avait vu Léo. Et Léo, il était tout content parce que Léo, il avait pas de papy, donc il voulait appeler papy. Et mon père lui a répondu, non, par contre, m'appelle pas papy, parce que moi, j'ai une fille de ton âge qui m'appelle papa. Parce que du coup, mon père a eu une fille qui a 1 an de plus que Léo. Et le pauvre gamin, il avait quoi, 5 ans, je crois. Donc c'était ça avait mis un peu un froid bizarre. Ouais. Mm. Et par contre, non, moi, justement, au contraire, j'aurais aimé que ma maman s'implique beaucoup plus. J'étais même contente de voir quand ma maman, tu vois, elle était proche de mes enfants et tout, mais ma mère, elle a jamais été, c'est pas mamie gâteau Elsa, quoi, tu vois, elle a jamais été, genre, on lui laissait jamais le garder les enfants, c'était, moi, je t'ai élevé, j'ai fait mon taf, de toute façon, c'est pas moi de les élever, non, mais juste, tu peux les garder 1 heure, des fois, de temps en temps, qu'ils passent du temps avec toi. Non, et puis c'est vrai que ça, tout le monde a vu cette froideur quand elle était même passée dans l'émission et cette distance entre nous. Et c'est des rapports qu'elle n'a pas du tout avec mon frère et ma soeur, par contre. Ma soeur qui a un enfant qui attend le deuxième, elle est tout le temps chez elle quand elle l'appelle pour garder son fils, enfin... Mais c'est quoi? T'as pas un sentiment d'injustice parfois? Bah si, mais je sais que c'est parce qu'on n'a pas le même père. D'ailleurs, mon beau-père l'a quitté il y a des années. Elle attend toujours qu'il revienne, il ne reviendra jamais, mais elle attend toujours. Et elle est folle amoureuse de mon beau-père et en fait, elle n'aimait plus du tout mon père. Et en fait, elle fait ce transfert-là, ce transfert de haine qu'elle a envers mon père. Je me le suis coltiné, tu vois, pendant toutes ces années. T'es un dommage collatéral, en fait. Complètement, ouais. Mais ça, il t'a fallu du temps pour en prendre conscience. Bah oui, parce que quand t'es enfant, tu le comprends pas. Tu le sais pas. Et t'as toujours besoin de l'approbation. Parce que moi, ma mère, c'était... voilà, j'ai toujours aimé plus que tout. Je voulais qu'elle approuve ce que j'étais. Je voulais de la reconnaissance, je voulais de l'amour. Tu l'as jamais trouvé, cette approbation? Non, c'est pour ça que maintenant, on se parle plus. Parce que j'ai compris que je la trouverai jamais. Tu vois, je vais dire encore pas longtemps, j'étais en train de pleurer à cause d'elle. J'ai compris que c'était peine perdue et que j'avais autre chose à faire. Et là, depuis 2 ans, depuis être en contact, tu fais quoi? Tu fais une sorte de deuil? T'acceptes? Ou t'acceptes pas du tout? Et à un moment donné, elle est revenue vers moi, donc justement quand j'étais enceinte de Maïna, elle voulait venir à la maison. Donc je te dis, elle est venue, elle est arrivée le jour où j'ai accouché de Maïna même. C'était pas prévu que j'accouche, mais bon, elle est arrivée ce jour-là. Et je pensais que justement, ça allait permettre de remédier. Puis elle était très gentille, très proche des enfants et tout. Mais après ça, il y a eu beaucoup de choses. En fait, je vois qu'après, après, tout se passe mal. Et alors que pendant 1 an et demi, 2 ans où elle n'était plus dans ma vie, j'allais bien, j'allais mieux et j'allais bien. Donc, quand tu te rends compte qu'une relation est toxique, même qu'il y a de l'amour, parce que ma mère, je ne peux pas dire que j'aime pas, j'aime ma mère. Mais je sais que les rapports sont néfastes. Donc, à un moment donné, tu peux avoir de l'amour pour quelqu'un, mais avoir conscience que le rapport à cette personne est toxique. Tu vois? Donc, à partir de là, j'ai stoppé. Elle t'a déjà parlé de ton activité? Elle t'a déjà, ah oui, ça, on avait rien. Elle t'a déjà parlé de ta célébrité? Oui, ouais. Bah, d'ailleurs, même à partir du moment où on a été, on va dire, un peu plus célèbre, etc. Parce que c'est vrai que je t'ai dit au début, nous, on n'a pas démarré sur les chapeaux de roue, on n'a pas été la famille la plus connue, la plus plébiscitée, la plus suivie dès le départ, mais ça nous allait très bien parce qu'on n'en avait rien à foutre. Et puis finalement, après, bon, bah voilà, la communauté s'est installée et tout. Et là, ma mère est revenue vers moi. Donc, il y avait même des posts Insta, des stories avec elle, même des lives avec elle.
ou elle était même des fois gênante, tu vois. Et beaucoup de gens bienveillants, je dis bien les gens bienveillants, qui nous suivaient déjà plus longtemps, qui disaient attention Amandine, ta maman je la sens pas, des femmes même de son âge qui me suivent, qui se prennent un peu pour ma maman des réseaux, tu vois. J'en ai beaucoup des abonnés comme ça. J'en ai 2-3 quand même qui sont là depuis le début, qui font très attention à moi, qui sont très bienveillantes. Attention ta maman, on voit qu'elle cherche la notoriété, qu'elle cherche ci, qu'elle cherche ça. Après je me rends compte qu'elle ouvre un compte Instagram, qu'elle ouvre une chaîne YouTube parce qu'elle fait du scrapbooking, je sais pas quoi, qu'elle racole mes abonnés. Non mais c'est lunaire quoi. C'est-à-dire que tu t'es sentie utilisée par ta propre Ouais, mère? ouais. Au début, non, je n'avais pas conscience. Pour moi, je me disais, mais non. Mais tout ce qui est en rapport à ma mère, au début, j'en ai jamais conscience. Je suis dans un déni. Et après coup, quand même, une fois qu'on m'ouvre les yeux, je deviens lucide quand même. Et je comprends que effectivement, oui, c'est le cas. Tu vois. C'est dur, quand même. Je trouve, hein. C'est dur, mais en même temps, c'est logique. C'est dans la continuité du reste. Il n'y a rien d'étonnant. Si elle avait été une mère exceptionnelle, incroyable et tout, enfin, j'aurais dit oui, c'est bizarre. Et c'est dur à croire. Mais en fait, depuis le début, il y a tellement rien qui va dans son rapport avec moi que c'est logique en fait. Et cette célébrité que tu as acquis, est-ce que tu penses que c'était quelque part une sorte de pansement par rapport à tout ce que tu as vécu, une façon de trouver l'attention que tu n'avais pas, Non, une approbation peut-être que tu n'avais mais pas? pas du tout, parce que nous, on l'a pas provoqué cette célébrité, encore une fois. Moi, j'ai jamais passé un casting de ma vie, j'avais pas de réseau, j'ai jamais voulu percer sur les réseaux. Bien sûr, mais inconsciemment. Mais non, parce que ça nous arrivait comme ça. Moi, je veux dire, on n'aurait jamais eu d'abonnés, on n'aurait jamais fonctionné euh, d- d- publiquement, mais je m'en serais bien accommodée. Mais elle t'a fait du bien, cette célébrité, ou alors elle t'a fait du mal? Alors, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, c'est comme partout. C'est vrai que j'ai des gens qui nous suivent. Comme je dis souvent, Insta, surtout Instagram, c'est notre deuxième famille, parce qu'il y a des gens très bienveillants, qui nous aiment profondément, et que j'aime aussi profondément, et envers qui je suis très reconnaissante, parce qu'on a des gens qui sont incroyablement gentils, merveilleux, enfin, au même titre qu'il y a des belles personnes partout dans le monde. Donc tu as quand même ce reflet-là. Et ces gens-là, effectivement, j'y suis attachée, et je suis très accessible. Alors c'est vrai que malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde parce que je reçois énormément de messages. Et je suis très triste quand il y a des gens qui se vexent parce que je ne leur réponds pas, parce que je ne vois pas leurs messages. Mais c'est qu'en fait, il y en a trop. Et moi, je ne délègue pas parce qu'il y en a qui délèguent leur compte Instagram, la gestion à des agences, machin, qui se font passer pour eux et qui sont payés pour répondre aux messages. Moi, je réponds moi-même, tu vois. Donc oui, je ne réponds pas à tout le monde parce que je ne peux pas. C'est pour ça qu'aussi, je fais beaucoup de live, de direct pour échanger avec ma communauté. Après, oui, il y a aussi le côté obscur. C'est comme tout, hein. Tu as le blanc et tu as le noir. Hein. C'est de partout pareil, hein. Après, voilà, il faut arriver à nuancer la chose, puis à comprendre qu'en fait, c'est le reflet, encore une fois, de la société. Et Tu comment as des gens bienveillants, des gens malveillants. Et comment ça se fait? On le disait tout à l'heure que donc ton papa décède en mars 2023 et c'est au mois de mai seulement que tu es au courant de ce décès. Pourquoi ce laps de temps de 2 mois? Alors ça a été très, 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 très violent, parce qu'en fait, j'ai été prévenue par le notaire en charge de la succession de mon père le 3 mai, et mon papa est parti le 18 mars. Personne ne m'a prévenu, sa copine ne m'a pas prévenu, donc j'ai pas eu le droit à mon deuil, j'ai pas eu le droit de me recueillir auprès de mon père. T'es même pas allé à l'enterrement? Ben, je le savais pas. Ben voilà. Et cette femme a eu le culot, parce que du coup, bon bah forcément, je suis sa fille, donc je suis son héritière. Il n'était pas marié ni paxé avec sa copine, celle que je connais depuis l'âge de 4 ans, hein, qui m'a vu grandir et tout. Donc elle avait beaucoup de colère en elle, parce que du coup, j'ai ma part de la maison, j'ai ma part de tout, parce que mon père était chef d'entreprise, donc voilà. Elle a eu le culot de demander à la notaire si j'étais d'accord pour régler la moitié de l'enterrement. Enfin, il était incinéré, enfin bref. Et je dis donc je suis pas assez bien pour qu'on me prévienne du décès, pour que je puisse faire mon deuil, pour que je sois présente à l'enterrement, mais je suis assez bien pour qu'on me demande de payer la moitié des frais, alors qu'elle ne m'a même pas prévenue. Moi, je m'en remets toujours pas. Moi, mon père, je le vois toujours vivant dans ma tête. Enfin, j'arrive pas. Je suis montée me recueillir. Je suis allée sur son urne, je me suis recueillie. J'arrive pas à me dire que c'est mon père dans cette boîte-là, tu vois. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Parce que ton père, tu l'avais pas vu de tes 12 à 18 ans, c'est ça? Entre 12 et 18 ans, on s'est pas vu. On s'est revu à ce moment-là. Après, c'était toujours très conflictuel parce qu'il y avait toujours tu vois, les rancœurs du passé. Donc on se prenait souvent la tête. On était quand même en contact. Il est venu après chez nous. Alex le connaît, il l'a rencontré 2 fois. D'ailleurs, mon père, pour donner une idée, c'était le sosie de Samina Seri. Il avait une balafre au même endroit. Enfin, c'était son sosie, vraiment. Alex, il dirait la même chose. Donc, la dernière fois que je l'avais vu, j'étais enceinte de Léna. Même si on s'était recontacté, tout ça. Après, c'était très compliqué. Sa copine, de toute façon, ne m'aimait pas, ne m'avait jamais aimée. Et ouais, il y avait trop de... Enfin, il y a trop de choses tu vois, qui n'ont pas été éclaircies, quoi. Qu'on se parle. Et ça veut dire quelque part que Alex,
désolé, je rebondis, mais il s'est occupé de Léo comme son fils. Mais Alex, il a adopté Léo. Moi, j'aurais jamais toléré, comme ma mère l'a toléré, un homme qui rejette mon enfant. Ma mère, elle s'est mariée avec un homme qui a rejeté sa fille. Elle l'a accepté et elle a cautionné. Et puis, elle a elle-même agi dans ce sens-là en me rejetant complètement. Et elle l'a reconnu, hein. Parce que de toute façon, tu ne peux pas faire autrement. Quand à 5 ans, on te dit, bah non, t'emmènes plus en vacances avec nous, t'es trop chiant. Ça veut dire quoi? Donc évidemment, que moi, il était hors de question qu'un homme rentre dans ma vie, n'accepte pas mon fils. Après, de là, lui demander de l'adopter, qu'il l'appelle papa, non. Mais juste que, voilà, que ça se passe bien, qu'il accepte, tu prends une femme avec un enfant, tu prends le package ou tu te casses. Et entre le papa biologique de Léo et Alex, Léo n'a jamais vu un homme parce que voilà, j'ai jamais eu de relation qui était justifiée à ce qu'il soit présenté à Léo. Et Alex a été le coup de foudre tout de suite, quoi. Vraiment, mon mari, on s'est mis ensemble, une semaine après, il vivait à la maison, quoi. Et en fait, très naturellement, Léo l'a appelé papa spontanément au bout d'une semaine de vie, je crois, ensemble. Et ça a été un échange réciproque, tu vois. Ils se sont, voilà, ils se sont trouvés les deux, c'était son papa. Et Alex l'a l'a adopté légalement. Voilà. Et en fait, comme je dis, en fait, planter une graine, tout le monde peut le faire, mais la faire grandir, c'est différent. C'est vrai. Et tu lui as expliqué justement cette graine, pourquoi elle n'avait pas su grandir? Est-ce que tu as su trouver les mots pour lui raconter toute son histoire? Et est-ce qu'il a eu des traumatismes de cette histoire? Parce que parfois, même si on n'était pas conscient, on porte le passé qu'on a eu. Oui, des fois le cerveau se met en mode survivor et puis effectivement, il occulte quelques éléments, quelques scènes de vie qui sont dues à, on va dire, une période où on pense qu'on n'a pas une mémoire vive, en fait qu'on en a une et qui sont dans un coin du cerveau puis qui finalement ressurgissent un jour. Et donc oui, Léo, moi c'était mon inquiétude. De ça, parce que Léo, il s'est fait soulever par des flics à 6h du matin, il avait 1 an, hein, pour une perquisition, enfin, tu vois, quand son père est reparti en prison. Enfin, voilà, il a eu quand même un début de vie compliqué. Même s'il a toujours été préservé de tout, il a quand même vu des choses qui auraient pu le marquer. Et non, en fait, le truc, c'est qu'en fait, Alex lui a tellement tout apporté. Il l'a connu en bas âge, il lui a tellement tout apporté. Tout de suite que Léo, il n'a jamais eu de manque. Et moi, j'ai toujours été transparente avec Léo, il sait qui est son père biologique. Il a vu des photos. Je me suis forcée à garder des photos pour lui montrer. Il sait qui c'est. En plus, quand on a été connus, il a voulu rentrer en contact avec lui sur Snapchat. Il l'a bloqué direct. Enfin, je veux dire, et même Alex, il a toujours été très, très honnête et très clair en lui disant si tu as besoin un jour de le rencontrer, de le voir, c'est normal. Et en fait, le père biologique de Léo a vu Alex, il le connaissait, et il lui a dit s'il te plaît, occupe-toi de mon fils. Un jour, il l'a appelé, donc il lui a dit est-ce qu'on peut se parler? Ils sont allés boire un café et il lui a dit s'il te plaît, élève-le, occupe-toi-en, je ne suis pas capable. Il est espagnol, lui, donc il est reparti en Espagne. Et il lui a dit élève-le comme ton fils, s'il te plaît, je vois qu'il t'aime, que tu l'aimes. Et en fait, il a rendu service à Léo en faisant ça. Tout le monde n'a pas cette intelligence-là, parce que des fois, des gens ne sont pas capables d'élever des enfants, mais n'en ont pas conscience. C'est vrai, donc c'était une sorte de sacrifice? Non, je pense plutôt un soulagement pour lui. Parce qu'il savait qu'il n'était pas capable d'élever son fils. Et il en avait conscience. Donc il demande à Alexandre de le faire. Parce qu'il voit qu'Alexandre le fait déjà. Bien sûr, mais il aurait pu souffrir de cette situation. Qui? Le père biologique. Ben, ça l'arrangeait. Parce qu'il ne voulait pas. Tu sais, moi j'ai eu Léo, j'avais 19 ans, lui il avait 20 ans. Tu sais, je te dis, c'est un gars qui sortait de prison, qui a fait que des allers-retours. Donc il n'avait pas cet amour paternel. Je sais pas si c'est pas de l'amour. Enfin, je sais pas si c'est une question d'amour ou. Il n'avait pas cette fibre. Non, il l'avait pas. Non, non, du tout. Il n'était pas capable. Il était trop déviant, il était toujours dans les prods, toujours dans le trafic de drogue. Il a fait que des allers-retours en prison. Enfin, non, non, pas du tout. Et justement, il en avait conscience. Et c'est ça qui est bien. Parce que souvent, les drames, c'est quand des gens se pensent capables d'eux et qu'ils ne le sont pas. Et que c'est là qu'il se passe des drames familiaux, tu vois. Il a eu conscience qu'il n'était pas capable d'élever Léo. Il a vu Alex arriver dans notre vie avec Léo qui était très attaché à lui très vite et réciproquement et qu'il y a eu une alchimie, un truc qui s'est opéré entre eux. Ils sont devenus voilà, père et fils en fait, naturellement. Tu vois, Léo, il a appelé Alex papa au bout de, je sais pas, peut-être 1 semaine, 2 semaines, tu vois, ensemble. Et lui, je pense que son père biologique l'a vu et il s'est dit, bah voilà, en fait, je délègue. Je délègue parce que je ne suis pas capable de.
Et en faisant ça, il a rendu service à Léo. Mais en grandissant, effectivement, Léo, on lui a toujours expliqué, et même il a des souvenirs. Tu vois, il se rappelle de certaines choses quand même avec lui, ou ses parents à lui, machin. Mais comme en fait, Léo, il est comblé. Il a un papa. Tu vois, son papa, c'est son papa. T'as arrêté l'école à quel âge, Amandine? Moi, je suis allée au lycée, donc je suis allée en général, je vais faire un bac littéraire. Ma mère ne voulait pas, elle voulait que je parte dans une filière professionnelle où il y avait du travail, donc elle m'a envoyée en bac technologique hôtelier, en école d'hôtellerie dans le Jura. Et après ça, vu que c'était pas du tout ma filière, j'ai arrêté, je suis partie de chez ma maman à 17 ans. Donc j'étais en appartement avec mon ex à l'époque. Et j'ai voulu faire un CAP coiffure en accéléré sur 1 an dans une école privée, qui était un échec complet parce que vraiment, toujours pareil, l'animosité entre les femmes, ça c'est un truc que j'arrive pas quoi. Mais tu vois, ça m'étonne pas que tu aies voulu aller en littéraire. T'as toujours eu une facilité à t'exprimer? Ouais, j'ai toujours aimé ça. Lire, bon, maintenant j'ai beaucoup moins le temps, mais j'aimais beaucoup lire. Écrire aussi. Et ouais, la littérature, les langues étrangères, Parce j'adore. que autant, tu vois, tu le disais dans la précédente interview qu'on avait fait, je peux être très vulgaire avec les mots parce que je mâche pas mes mots, etc. Mm. Mais autant, tu as quand même un vocabulaire qui est très poussé, je trouve. Non, mais c'est vrai. Ah si, tu t'exprimes avec une facilité et une fluidité qui est quand même très conséquente, je trouve. Et on s'attendrait pas forcément à ça au vu de ton histoire. Oui, on me prend pour une cassos. Non mais je veux dire, voilà, tu travailles dans l'industrie intime, tu ouvres ta gueule régulièrement, tu parles sans aucun problème, en toute transparence de tes problèmes que tu as pu avoir avec les produits, avec la drogue, etc. Comment tu t'en es sauvé, etc. On se pourrait se dire, la nana, elle a le cerveau cramé. Et en vrai, je trouve que tu maîtrises beaucoup de choses. Ah, j'ai dû récupérer des neurones avec les années d'abstinence quand même. Non mais c'est... c'est de l'humour, mais oui. Après, ouais, t'as déjà fait des tests, je sais pas moi, de... Ouais, bah en fait, alors le premier qui avait fait un test de QI, c'était mon petit frère. Il avait 7 ans à l'époque et en fait, il a été diagnostiqué. Alors à l'époque, on n'appelait pas ça HPI, on appelait ça enfant précoce, même vulgairement surdoué. C'est ça. Donc mon petit frère avait un QI de 150. Il a sauté 2 classes, il a passé son bac à peine 16 ans. Et donc, comme il paraît que c'est génétique, du coup, ma mère m'a fait tester moi et ma sœur. Sauf que moi, j'avais 13 ans, j'étais en plein échec scolaire, en 4e, j'avais 6 de moyenne. Bon, j'étais en plein dans le post-procès de mon père. Je sortais de l'hôpital, j'avais arrêté la moitié de mon année scolaire parce que j'avais été hospitalisée. Donc, j'avais redoublé ma 4e. Et donc, le fait est que moi, j'avais, pareil, non, pas 150, moi, j'avais 137 ou 138. Enfin bon, j'étais aussi enfant précoce. Et ma petite sœur aussi. Et en fait, on sait que la plupart des enfants précoces, justement, sont en échec scolaire. Pourquoi? Parce que l'enseignement ne les stimule pas, n'est pas adapté. Et on a eu cette problématique avec Léo. Et moi, en fait, j'ai vu mon frère souffrir de cette étiquette. Parce que mon frangin, voilà, il avait 2 ans d'avance. C'était, en gros, le trophée de ma mère. Ah là là, machin, un truc, il passe son bac, il va en médecine. Elle l'a foutu en médecine, il ne voulait pas aller en médecine. Même titre que moi, je ne voulais pas aller en hôtellerie en Miami. Donc mon frère, évidemment, médecine, première année, en plus, c'est un numerus clausus, tu vois, c'est hyper dur à avoir. La première année, il l'a raté 2 fois. Après, il est parti en fac de bio. Il l'a raté aussi, ça ne lui plaisait pas. Du coup, après, il a fait ce qu'il a aimé. Il a compris qu'il fallait qu'il fasse ce qu'il aimait et non pas ce qu'on attendait de lui, tu vois. Mais en fait, on avait une mère qui est très pressurisante, donc c'est très compliqué, en fait, après, à se détacher de cette pression, de cette attente que tu as de tes parents. Et donc, en fait, ouais, moi, quand on m'a détecté enfant précoce, c'était un petit peu lunaire pour tout le monde parce que je foutais rien. C'est enfant surdoué, vulgairement. Oui, voilà, vulgairement, c'est surdoué. Et HPI, maintenant, avec le nom actuel, parce que les mots changent avec le temps. Et donc, en fait, Léo, pareil, en CE1, ça commençait à être compliqué parce qu'on me disait qu'il était perturbateur en classe, qu'il dissipait les camarades, tout ça. Et l'enseignante me dit que la psychologue scolaire veut le voir. Je dis, bon, bah, ok, il va voir la psychologue scolaire. Et après ça, elle nous reçoit, elle nous dit, Alex et moi, qu'elle voudrait lui faire un test de QI. Donc, elle est habilitée à le faire, parce que tous les psychologues ne le font pas. Donc, elle est habilitée à le faire, elle veut lui faire parce qu'elle pense que Léo est précoce. Et elle le fait, et effectivement, Léo est un enfant précoce aussi. Et à partir de là, j'ai dit non, je ne rentre pas dans cette spirale, dans ce truc d'étiquetage, en fait, qui va le poursuivre toute sa scolarité, qui va le dégoûter, avec certitude, qui va le dégoûter du système scolaire, effectivement, qui n'est pas adapté à lui. Nous, on le sait, donc on s'adapte. Et pour moi, il était hors de question de faire tester mes autres enfants. Et moi, je pense que, parce que du coup, j'ai le recul et je connais les signes sur mes enfants. Donc, autant j'ai Charles qui a un retard parce qu'il a un problème neurologique.
Même Léna qui a un retard de langage, je pense que Léna aussi, elle est précoce. Enfin, je sais dans mes enfants lesquels sont potentiellement enfants précoces. Parce que je vois, j'observe et je connais. Mais par contre, ça ressort pas forcément. Parce que même des fois, tu peux avoir des gosses qui font de l'orthophonie pendant 10 ans, mais qui sont enfants précoces, qui ont le QI d'Einstein, qui ont 150, tu vois. Ça ne veut rien dire, attention. Et les gens sont très ignorants à ce sujet, parce que c'est un sujet quand même qui est très, très tabou, et puis qui est très controversé, et surtout très peu maîtrisé par l'ensemble de la population. Parce que seuls ceux qui sont confrontés dans la vie réelle, qui ont des enfants, qui sont précoces, qui ont été diagnostiqués, qui vivent là-dedans, peuvent comprendre en fait et comment dire, diagnostiquer quand il y a des comportements qui laissent penser que moi, sur mes 8 enfants, j'en ferai tester aucun parce que comme je te dis, je ne veux plus rentrer dans ces stigmates-là. Mais par contre, moi, je sais lesquels sont enfants précoces. Je le sais. Je le dirai pas, mais je le sais. C'est incroyable, tu vois, je le sentais. Je le sentais. À force de t'entendre parler depuis tout à l'heure, je sais pas, il y a quelque chose. Mine de rien, tu as une sensibilité que je connaissais pas. Ah non, mais moi, je suis très humaine. Hein. En fait, tu sais, au travers des écrans, tout le monde me voit comme... c'est souvent les retours qu'on me dit quand on me rencontre en vrai. Ah, mais en fait, t'es comme ci et comme ça. Mais ouais, je suis comme tout le monde, hein. Tranquille, hein, tout va bien. Hein. Et c'est peut-être pour ça que tu as eu pas mal de soucis aussi dans ta vie. Tu ressentais peut-être beaucoup trop de choses. Ah ouais, mais je pense que j'ai une hypersensibilité aussi, hein, avoisinant, tu vois, tout le reste, en fait. Et tu comprenais aussi peut-être beaucoup trop de choses. Oui, mais que je voulais pas entendre et ne pas admettre. Parce que quand tu es enfant, encore une fois, on peut pas te demander, quand on te demande d'avoir un raisonnement d'adulte, en fait, quand tu ne l'es pas, c'est très compliqué. Donc après, tu te trouves des refuges. Moi, je sais que je lisais beaucoup, parce que moi, j'avais une mère qui m'interdisait de regarder la télé. Enfin, quand j'avais école, machin, truc, bref, qui m'interdisait de sortir. Si j'avais le droit de sortir jusqu'à 17h, j'arrivais à 17h05, je me faisais défoncer la gueule. On va pas se mentir, tu vois. Et ouais, et je lisais beaucoup et j'écrivais beaucoup. J'ai écrit énormément. Non, mais ça se ressent. Et tu te vois où dans 10 ans avec ta famille? Dans 10 ans, alors aujourd'hui, alors c'est très compliqué parce qu'encore une fois, on ne sait pas de quoi demain est fait, je suis la première à te le dire. Mais si tout va bien et que notre petit bonhomme de chemin se continue, se poursuit comme ça, moi je me vois en Espagne. Et si plus personnalité médiatique, eh ben, on a une tête, deux bras, deux jambes, on travaillera, puis c'est tout quoi. Comme on avait fait avant. Hein. Donc tu serais prête à reprendre avec Léo mais moi, demain, un métier traditionnel? Ah, je retourne faire. J'ai toujours aimé être caissière, vendeuse, j'adore. J'étais dans la vente avant, moi j'adorais ça. Complètement. Mais complètement. Nous, on ne s'est pas construit dans ce milieu-là. Encore une fois, nous, on est arrivés là-dedans, on avait déjà une vie, on avait déjà un passif. Et lourd. Tu penses qu'un jour vous voudrez arrêter définitivement, dire oh, c'est bon, on a fait notre expérience, on passe à autre chose? Peut-être. Après, moi, je te cache pas qu'aujourd'hui, tu vois, la télé, on a fait le choix d'arrêter la télé. Il n'y a pas de télé à tout prix chez nous, hein, tu vois. C'est nous qui avons choisi de partir de chez Famille Nombreuse. Sinon, à l'heure actuelle, on y sera encore. On était leur tête d'affiche. Hein. On savait qu'on était bankable. Hein. On a fait le choix d'arrêter. Il n'y a pas de télé à tout prix comme beaucoup de familles là, qui instrumentalisent leurs gosses, qui les mettent en scène avec des scénars, avec des placements de produits où les gamins, c'est acteurs studio et que tu vois qu'ils sont absolument pas épanouis, les gosses. Faut pas se mentir. Les gamins, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin d'être spontanés. Il y a pas on n'instrumentalise pas des enfants. Et c'est pour ça qu'on nous a arrêté, tu vois, parce que ça devenait comme ça. Et là, c'est pire que tout. Et je sais pas. Tu vois, nous, je pense que moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est vraiment le partage avec les gens, en fait, l'échange. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de directs. On donne beaucoup de notre temps. Les directs, on n'est pas payé pour faire des directs. Hein. C'est pas de la thune, c'est pas de l'oseille. Je fais très peu de placements de produits. C'est pour ça que j'ai arrêté avec toute agence. J'en fais, mais je choisis et j'en fais peu. Tu vois, jamais tu verras 4 placements à la suite sur mes stories. Bien sûr, mais si je te donne une baguette magique, là, tout de suite, maintenant, je te la donne, je te la mets entre tes mains et je te dis, tu peux exaucer le vœu que tu veux pour toi, professionnellement. Déjà. J'avais parlé de mes enfants, mais du coup, pour moi, professionnellement. Ouais, professionnellement. Tu fais quoi avec cette baguette? Alors, déjà, je sors mon livre tout de suite. Parce que je suis sur l'écriture de mon bouquin. Je galère parce que je manque de temps. Pourtant, j'ai des maisons d'édition qui veulent me sortir et tout. Et je manque énormément de temps. C'est ça, en fait, le problème. C'est que c'est très chronophage d'écrire. Et j'ai 9 enfants. Contrairement à ce que beaucoup pensent, j'ai pas de nounou à la maison. La nounou, elle est à la maison que quand nous, on n'est pas là. Tu vois, là, on est à Paris, il y a une nounou. Mais quand je suis à la maison, c'est moi qui m'occupe de mes gosses, de ma maison. C'est pas la nounou, tu vois. Et donc, déjà, sortir mon bouquin. Et moi, je me serais bien vue un jour, mais je pense que ça n'arrivera jamais, mais moi, je me serais bien vue un jour avoir une émission voilà, sur, que ce soit dans le digital ou même à la télé, hein, sur justement un petit peu les histoires de vie, les parcours de vie des gens, tu vois, un peu de tout horizon, un peu ce que je reçois, tu vois, ce que j'en refais sur mes réseaux, des gens avec qui j'échange, tu vois, mais vraiment sans
sans concept, sans ligne édito prédéfinie, mais par contre, vraiment donner la parole un petit peu à tout le monde et quelque chose de très humain, très freestyle, tu vois. Ok. Vraiment. Et enfin, tu fais quoi avec cette baguette magique pour tes enfants? Ah bah mes enfants, je les mets à l'abri, je les rends en rue toute leur vie. Mais ça, c'est ce que je suis déjà en train de faire. Donc, bah oui, t'as pas besoin de baguette magique. J'en ai un morceau de la baguette. Ouais. Il m'en manque un bout, mais j'en ai un déjà. Merci Amandine. Merci à toi. Franchement, c'était un plaisir de te découvrir aussi différemment au travers de cet entretien. On te retrouve toujours sur tes réseaux sociaux. Merci. Oui, sur ton compte Instagram, c'est amandine.pelissard.off. Ton compte TikTok, c'est amandine.pelissard.off. On se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité pour une nouvelle véritable histoire de vie. Prenez soin de vous. Bye bye. Two hearts running wild, we're gonna